Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, qui est Jérôme Bayle ? Justement, on a demandé aux personnes dans les allées de donner leurs idées. On pense que le traitement de tous les problèmes qu'on a par l'État sont vraiment très légers, pour rester poli. Donc voilà, je suis 100% avec Jérôme et s'il passe sur le stand, je serais ravi de l'accueillir. Je pense qu'ils ont été plutôt forts, notamment dans l'image que ça a eue auprès du grand public. Le fait que ça ne soit pas politisé ni syndiqué, c'est une super image. Et le combat est vraiment bien mené de par son parcours, je pense. Non, j'ai pas d'avis tranché sur la personne. Je connais des éleveurs laitiers qui avaient une autre position que Jérôme Bayle et donc moi je laisse les professionnels choisir le traitement de la dermatose. On l'a forcément vu à la télé, je pense que c'est légitime, surtout dans un secteur d'élevage. Je ne veux pas faire du syndicalisme, mais bon, nos syndicats, ceux qui signent les grandes directives sont quand même céréaliers, donc nous les éleveurs, on n'est pas très écoutés quand même, quoi. Je vais me référer au film Rural que j'ai vu d'Édouard Bergeon pour te répondre, parce que j'ai découvert vraiment la vie, la personnalité de Jérôme Bayle. Donc je pense qu'il a une humanité et un charisme qui sont exceptionnels. Par contre, sur les actions stricto sensu, à l'issue de ce film, je me suis posé justement la question de ses actions, puisque au résultat des élections Chambre d'agriculture, j'ai cru comprendre qu'il arrivait en tête. Donc mon interrogation, c'est justement pourquoi il n'a pas pris la Chambre. Et ça tombe bien parce que Jérôme Bayle est parmi nous. Ne crois pas qu'on a pris que les meilleurs. Hein. On a vraiment une popularité. Tu le sais. Je sais pas, mais ça m'inquiète si tout le monde pense du bien de moi. Normalement, oui. C'est pas bon. Bon, on aurait pu peut-être chercher plus, mais je te promets, on n'a eu que des bons feedbacks. J'ai le plaisir de t'accueillir ici sur le plateau TV Agri. On va parler de toi. Voilà, de toi. À tes côtés, Édouard Bergeon. Bonjour Édouard. Bonjour. Et merci d'être là. On va parler aussi bien sûr du film qui sort le 4 mars. Dans une semaine, pile rural. Pile poil. Et justement, je l'ai vu et je vais vous en parler plus en détail. Alors, pour parler de qui est Jérôme Bayle, on a pris un voisin ou presque un voisin avec Bernard Arder, agriculteur. Tu es agriculteur? Bonjour Jean-Paul, bonjour tout le monde. Alors, je suis agriculteur à 15 km, mais vraiment, nous, on a une barrière, puisque moi, je suis dans le Comminges et lui, il est dans le Vaud-le-Vestre, et ça n'a absolument rien à voir. D'accord, mais c'est pas loin. Eddy Fougier, bonjour. Bonjour. Politologue. Tu vas nous aider à comprendre en creux, quelque part, ce que révèle, ce que dit, en fait, la popularité de Jérôme Bayle. Et puis Patrice Moyon, bonjour Patrice. Bonjour Jean-Paul. J'aime beaucoup animer les émissions avec lui, les journalistes au West France, il sait prendre du recul. Jérôme Bayle, c'est quoi? C'est l'homme qui dit non, c'est l'homme de l'essentiel, c'est l'homme au grand cœur, c'est... justement, on va le voir. Comment tu le perçois, toi, Jérôme? Alors, déjà, Jérôme, ça fait assez peu de temps qu'on se connaît. Mon associé te connaît beaucoup plus. Je ne vais pas te dire que je connais Jérôme, mais par contre, je connais absolument toute la vie de Jérôme parce que j'ai exactement la même. Chez moi, ma mère a la même cuisine, j'ai ma Lulu à moi aussi, j'ai la même grenadine sur la table et on a vraiment la même vie. Les exploitations se ressemblent, hein, c'est les mêmes coteaux, donc en gros on a les mêmes emmerdes et on a aussi les mêmes bonheurs. Alors moi je ne suis pas chasseur, lui il est, mais en tout cas le plaisir de la nature, le plaisir de se balader dans ces paysages superbes. Je pense que ça nous rassemble, en tout cas, je le comprends. Donc ce que je dirais, c'est pas tant parce que je te connais, mais c'est parce que j'ai aussi la même vie. Ce que tu veux dire, les emmerdes, c'est quoi? Les emmerdes de matériel, là, avec le Bobcat qui marche plus ou moins bien, ou on te voit dans le film souvent en train de le bricoler, enfin, c'est une partie de ta vie, ça? Mais ma vie, elle est tout simplement sur mon exploitation. Le Jérôme Bayle des plateaux télé et tout ce qu'on voit, c'est en parallèle, c'est arrivé bien plus tard. Avant, c'était le Jérôme Bayle des terrains de rugby, maintenant, c'est les plateaux télé. Mais je pense que, comme le dit Bernard, au bout d'un moment, il faut arriver
à comprendre que nos exploitations sont fragilisées dans le sud-ouest et qu'on essaye de se débrouiller. Quand on me voit en train de travailler sur le Bobcat, c'est pas qu'il est en panne, c'est que je fabrique une pince, j'adapte une pince pour charger l'enrubanné justement. Ouais, mais c'est vrai que la vie d'agriculteur dans ces régions, alors tu n'es pas dans la zone intermédiaire non, tu n'es pas dans la zone historique qui a été définie intermédiaire, qui part des Charentes, qui remonte, mais tu es une zone intermédiaire dans le fond. Et ça montre bien quelque part que ça a été un peu oublié. Ben, c'est pour ça qu'on a bloqué l'autoroute. C'était parce que les gens ne s'arrêtaient jamais chez nous. Et quand on a bloqué l'autoroute, ils étaient obligés de s'arrêter parce qu'il y avait des bouchons. Donc voilà, mais après, on va dire, le secteur du Comminges, du Volvestre, on est des territoires forts d'agriculture. On est des territoires avec des petites exploitations, des exploitations familiales, comme on le montre dans le film, et surtout des exploitations qui ont besoin de redonner un sens à nos territoires. Parce qu'on n'est pas loin de Toulouse, on est très, très fragilisé économiquement, et aujourd'hui on est une source pour on va dire, pour tous les investisseurs qui veulent agrandir, qui veulent mettre de l'énergie renouvelable sur nos terres, par exemple, ou tout simplement les habitants qui viennent acheter du constructible chez nous à moins de 40 minutes de Toulouse et en voulant garder le confort de la ville et aussi imposer leur vision de la ruralité. Donc on mène des combats qui sont quotidiens et je pense qu'il faut qu'on puisse le faire et porter cette parole assez forte. Pour mettre en image ce que tu dis, pour bien le comprendre, justement, on va montrer la bande-annonce du film d'Édouard Bergeon. Ça va ? Alors, on bloque tout, Oui. T'es prêt ? Je suis prêt. Je suis ravi de vous retrouver après mon premier film au nom de la Terre avec un documentaire cette fois. Un agriculteur est devenu le visage de la contestation. Je réponds parce que je crois que ça sonne souvent. Jérôme Bail. C'est un agriculteur que les journalistes ont beaucoup aimé. C'est quoi la question ? Les revendications. Je l'ai fait 860 fois. T'as pas autre chose ? Change. Et sa maman Lulu qui a 75 ans, c'est un personnage. Allez! Pourquoi tu me fais parler? Oh, j'écoute moi. Il partait où, Jérôme, alors? Si le monde rural n'existe plus, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il couille. Bien, bravo. Il veut être libre, c'est normal. Au moins tu peux t'exprimer quand tu es libre. Moi ce que je veux c'est construire. Et pour construire, il faut parler. J'ai le sentiment qu'on va s'en sortir. On sera obligé de s'en sortir parce qu'on mérite pas de crever. J'ai passé plus d'1 an avec Jérôme Bail, avec une petite famille aussi et un petit garçon qui a peur des vaches. C'est mon petit voisin, c'est un petit qui a découvert l'agriculture depuis 6 mois. Va comme ça. Et c'est un peu, on va dire, l'enfant que j'ai pas. Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire qu'on ne vous lâchera pas. Je non plus. On a prouvé qu'ensemble, on avait réussi à faire des choses. Ah mais tu te mets là toi ? Eh oui. Pourquoi ? Parce que c'est un effet de montage. Ah d'accord. Rural, le 4 mars, au cinéma. Et on compte sur vous. Et je l'ai vu et je vous conseille vraiment de le voir parce qu'il y a de l'émotion. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce film. Bah merci Jean-Paul. Oui, j'ai voulu raconter, moi, il était une fois un agriculteur. Il était une fois Jérôme Bail, sa maman et cette petite famille qui n'était pas prévue d'être dans le film, hein, parce qu'il n'y a pas de scénario. Moi, je filme un documentaire, donc je filme la vie. Et le beau cadeau de la vie, ça a été que Jérôme a loué un logement puisqu'il a retapé une maison pour son oncle à qui il a repris 80 hectares de terre parce que personne ne voulait reprendre. Et bien, il y avait un logement à louer. Il y a une petite famille qui est arrivée de Moselle avec un garçon de 12 ans et une petite fille de 8 ans. Jérôme leur a les invités à venir découvrir la ferme puisque Evan, le grand de 12 ans, jouait tout le temps à la PlayStation. Et devant la caméra, il fait ses premiers pas aux côtés de Jérôme et aux côtés des vaches. Et depuis, il est autonome, il aide Jérôme. Et depuis, à 13 ans, il veut devenir agriculteur, éleveur. Et c'est ça le beau message du film. C'est l'émotion, en fait. C'est pas un film dossier qui prend parti pour un bonnet, un drapeau, une couleur ou pour un parti politique ou syndical. C'est vraiment le fil de l'émotion. Il était une fois. Et le but était de créer de l'enchantement, sans être angélique, hein, mais créer de l'enchantement pour que justement ce beau métier puisse donner encore envie aux jeunes générations de l'embrasser.
Et c'est une belle histoire avec beaucoup d'émotions et de la vérité. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on va se détendre un peu. Oui, volontiers, tiens. Tu vois, tu en avais parlé, tu avais dit qu'on n'y avait pas pensé. Mais si, on y a pensé. Et on va te faire goûter. Alors, on n'a pas de terrine de ragondin. Je suis désolé. Et je ne sais pas si c'est bon. Ouais, parce que dans le film, il y a tout un passage avec la maman de Jérôme qui parle de ragondin. Exactement. Mais on va te faire goûter quand même un bon produit. Puis c'est l'heure, là, de toute façon, un petit creux. Il n'y a pas d'heure pour les bons produits. Ah bon, tu crois? Donc tu te sers, tu as le couteau, tu as le pain, tu le coupes à la main comme tu veux. Donc c'est une belle histoire, effectivement, avec de l'émotion et puis aussi de la vérité. Et on va partager ce casse-croûte là. Mais déjà, comment tu le perçois, toi, Patrice? Écoutez, on a deux personnages très médiatiques qui savent parler de l'agriculture, avec de l'émotion, justement. Moi, je vais prendre un tout petit peu de recul, parce que l'émotion, les journalistes, les médias, ils aiment ça. Mais comment est-ce qu'on introduit à nouveau de la rationalité, de l'économie? On est dans une France qui est très centralisée. Ce qui frappe quand on parcourt la France, c'est la diversité des paysages. Donc, pour les éleveurs de Haute-Garonne, quand on sait que 25% de la viande bovine aujourd'hui est importée, comment est-ce qu'on peut reconstruire une belle histoire économique pour les éleveurs aujourd'hui dans une région comme la vôtre? Comment? Tout simplement en donnant une bonne image de l'agriculture aussi. Ça, c'est très important puisque pendant trop longtemps, on a laissé la chaise vide sur les médias. Et il y a des gens qui sont venus à notre place parler d'agriculture et pas en bien et qui ont réussi à créer, on va dire, un peu la psychose dans la tête des gens et en disant que les agriculteurs, c'était des méchants. Moi, je ne me considère pas comme un méchant. Et je l'ai dit l'autre soir, on ne parle pas assez en positif de l'agriculture. Moi, aujourd'hui, alors on en a rigolé, ça fait rigoler Edouard, mais pour certains, ça c'est un morceau de viande. Et moi, je vais dire que ça, aujourd'hui, c'est une œuvre d'art. Parce que c'est un morceau de notre territoire, c'est un morceau de notre patrimoine, c'est un morceau de notre histoire familiale. Et en fait, il faut le percevoir comme ça et ramener du positif et peut-être un peu de poésie dans l'alimentation. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour que cette belle histoire, comme vous dites, cette œuvre d'art, soit aussi votre gagne-pain? Revendre comme il faut, réduisant les coûts, revoir peut-être une autre agriculture, revoir notre agriculture, avec arrêter cette dépendance des autres tout le temps, refaire des fermes un peu autonomes comme le faisaient les anciens à l'époque. Mais ils faisaient un peu de tout, ils ne mettaient pas tous les œufs dans le même panier. Et au moins, on avait tout le temps quelque chose qui pouvait à peu près tenir le niveau et après aller reconquérir, discuter avec les gens, aller reconquérir la grande distribution et reconquérir aussi nos outils de transformation où c'est que on a perdu la main et aujourd'hui nos partenaires et les outils de partenaires qu'on avait créés, ils ne sont pas tous nos partenaires. Est-ce que dans une région comme la vôtre, ça peut aussi passer par exemple par la production d'énergie pour diversifier vos revenus? Alors là-dessus, c'est un vaste sujet où c'est que je ne vais pas me faire que des amis. Moi, je pars d'un principe, c'est que la terre, elle est là pour produire et pour produire de l'alimentation, pas pour produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité, aujourd'hui, on a les toits de nos bâtiments et on voit qu'on ne peut plus faire de bâtiments, qu'on n'avance plus sur le photovoltaïque en toiture puisque ça ne rapporte plus rien. Et c'était un projet, on en parle dans le film, que j'avais porté à l'Assemblée nationale, où c'est que je disais, il faut trouver un complément de revenus aux agriculteurs. Et le complément des revenus peut passer par un bâtiment par exploitation, en autonomie et surtout avec un peu de revente. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que le revenu principal d'une exploitation doit rester l'agriculture. Voilà. Eddy, comment c'est l'homme qui dit non? Alors, pour moi, c'est effectivement l'homme qui dit non et en même temps, cela a été dit dans la bande-annonce, c'est l'homme libre. C'est-à-dire que c'est l'homme qui, effectivement, ne suit pas nécessairement les directives d'un syndicat, ne suit pas nécessairement les mots d'ordre. On l'a vu après l'entrevue avec Gabriel Attal. C'est celui qui a dit non, effectivement, le 16 janvier 2024, qui a appelé à bloquer la 64 près de Carbone. Mais c'est celui aussi qui a dit non aux sollicitations politiques pour être sur des listes lors des élections européennes. C'est celui qui a dit non en se présentant aux chambres d'agriculture avec la liste des ultras de la 64. Et c'est celui aussi qui a dit non au mois de décembre, puisque vous étiez dans l'Ariège, aux côtés des 400 agriculteurs qui étaient opposés à
à l'abattage dans le cadre de la DNC. Donc et puis je dirais c'est aussi celui qui dit non à une forme d'agriculture qui est peut-être en train de mourir. Et on le sait très bien que l'épicentre des différentes colères agricoles que l'on a pu connaître depuis quelques mois, c'est l'Occitanie. C'est cette région. C'est de là où les JA du Tarn ont retourné les panneaux. C'est de là à Toulouse d'où est partie la grande mobilisation de début 2024. Et c'est bien évidemment là qu'a été aussi l'épicentre de la lutte contre le protocole sanitaire vis-à-vis de la DNC. Donc c'est aussi montrer que les spécificités de cette région, notamment en termes de niveau de revenus, en termes de crise de filière, en termes de crise sanitaire également. C'est surtout de là. Parce que c'est lui qui était au début, avec son collectif justement des ultras. Les ultras dans le sud-ouest, c'est le collectif, c'est le groupe, parce qu'ils ont tous plus ou moins porté un maillot de rugby en fait. Donc il y a toutes ces valeurs-là de solidarité, et puis ensemble, et puis de nettoyage aussi, parce que quand on fait la troisième mi-temps, on repart propre. C'est pas, vous cassez pas, et vous êtes là pas là pour mettre du fumier partout. Non, c'est notre état d'esprit. Et je dis non, et j'ai même dit non à la présidence de la Chambre d'agriculture dans mon département, puisque j'ai mené la campagne pour les ultras et j'ai pas voulu me présenter sur la liste parce que ça aurait arrangé trop de monde. Et ma mère le dit si bien, je veux être un homme libre et je veux garder ma liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de Jérôme Bail, c'est sa liberté. Je dois rien à personne, je peux regarder tout le monde dans les yeux, et ça, c'est une force. Tu le dis effectivement enfin, ta maman le dit, Lulu, elle le dit, c'est un homme libre avant tout. Toi, ce qui t'intéresse, dans le fond, tu n'as pas d'ambition. Si, j'en ai une. Laquelle? Que les agriculteurs arrêtent de faire comme mon père, comme le père d'Édouard, et tout le nombre d'agriculteurs qui se suicident, qui mettent fin à leur jour. C'est ça. Et après, j'en ai maintenant une deuxième. L'appétit vient en mangeant, tu vois. Mais la deuxième, c'est que je veux que ce monde agricole français, il soit fier d'être agriculteur et qu'il puisse marcher la tête haute face à nos détracteurs, face à tous les gens qui nous jugent. Et je pense que la première des richesses de cette agriculture et des agriculteurs restera la fierté. Et ça, on l'a perdu malheureusement. Et est-ce que tu sens que tu n'es pas en phase avec les gens que tu rencontres quand tu vas à Paris, quand tu as Gabriel Attal? C'est l'anti-Jérôme Bail, Gabriel Attal. Il est en un autre monde. Pas tant que ça en fait. Ah ben moi j'en ai la perception. Pourquoi, Édouard? Mais non, mais à un moment donné, d'ailleurs, pour la première avant-première de Rural qu'on a fait à Carbone avec les ultras, avec tous ceux qui ont pu bloquer, où Gabriel Attal était venu 2 ans auparavant, il est venu avec son équipe, sans caméra. Il est venu montrer qu'il était là, il est venu à la ferme et il était présent. Et je trouve que symboliquement, c'était fort. Et après, est-ce que les plus mauvais, c'est ceux qui prennent la lumière? Moi, j'en suis pas sûr. Quand Gabriel Attal vient à Carbone, on m'explique qu'il faut qu'il aille dans une ferme, repousser de l'ensilage, donner du foin aux vaches et presque dresser une vache pour qu'il puisse la promener. Et je lui ai dit à son conseiller communication, je lui ai dit mais arrêtez en fait d'en faire des bêtes de cirque parce que Gabriel Attal, tous les Français savent qu'il n'a jamais été dans une ferme de sa vie, qu'il n'a jamais été agriculteur et qu'il n'en sera jamais. Donc, Gabriel Attal, s'il veut venir chez nous, il est le bienvenu. Mais oui. Par contre, il laisse le costard à la cravate et on ne scénarise pas des choses fausses. Et aujourd'hui, on veut créer des gens. Lui, c'est un politicien, il est né à Paris, donc il s'occupe de la politique. Il vient discuter avec nous, et par contre, il se met à notre niveau. Il vient en jean, en tennis, une chemise s'il le veut, mais on n'instrumentalise pas la scène. Il vient, on parle d'agriculture, on parle des problèmes de l'agriculture. C'est ça qu'il faut faire. Parce que je les vois, les politiques ici, ils se servent des agriculteurs, ils se servent de notre plateau pour faire de l'image. Mais dans le fond, ils ne peuvent pas comprendre, toi, ce qui t'anime, la souffrance. Mais ils ne le comprendront jamais. Donc, ils ne le comprendront jamais. Mais eux, ils jouent ici. Moi, j'essaye d'être moins con que les autres et je joue d'eux, peut-être. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est les mettre devant le fait accompli, devant tout le monde. C'est leur dire les vérités. C'est tout simplement leur expliquer ce qu'on vit. Leur prouver. Moi, j'avais 35 ans quand mon père s'est suicidé, 34 ans. Je pense que pour ceux qui me connaissent ou qui ont entendu parler de moi, sur le terrain de rugby, j'étais quand même quelqu'un qui reculait pas trop et qui aimait le chocolat, comme on dit chez nous. C'est une cicatrice que j'arrive pas à refermer. Tous les jours, quand je rentre dans la cour de la ferme, je revois mon père allongé.
Et ça, c'est un combat, ça, c'est une force. Et ça, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas le comprendre. Et Édouard l'a vécu malheureusement. Et si aujourd'hui, on a un lien si fraternel, puisqu'on est comme des frères, c'est qu'il y a un truc qui nous a unis. Des projets de films comme Édouard, on m'en a proposé entre 15 et 20. Des projets de livres, je ne sais pas combien. J'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas être mis en avant sur la tristesse des autres. Sauf qu'avec Édouard, on a un destin commun, on a une histoire commune et on a un but commun. C'est de rendre fiers les deux personnes qui nous regardent en haut et les autres personnes qui nous regardent en haut. Et je pense qu'on peut le faire avec le film. Je ne sais pas ce que ça donnera le film, mais comme je lui ai dit un truc, c'est qu'on pourra se regarder et être fiers de nous. Ouais, on a commencé les avant-premières il y a à peu près 2 mois. On a fait 60 cinémas partout en France et il se trouve qu'on a fait plus de 10 000 spectateurs. Vous avez juste à diviser 10 000 par 60 salles, ça fait du monde dans les salles. Et je retrouve le public qui ressemble à celui de Nom de la Terre. Des ruraux qui viennent me dire on vient se voir sur grand écran. Et je crois qu'il y a un besoin de rôle modèle, d'imaginaire, de fierté justement, et de voir se raconter, de sensibilité et de sincérité. Et c'est pour ça que peut-être il peut se passer quelque chose autour du film, dans le sens où voilà, on peut s'y reconnaître, et peut-être que c'est la ruralité qui représente plus de 80% du territoire, qu'un tiers de la population, mais qui vote, qui est fière, qui est garante d'une histoire, de valeur, et puis la recette de ce bon pâté ou terrine de sanglier, effectivement. Saucisson, quoi. Très bonne. Mais après, tu sais, quand tu dis les gens viennent se revoir, rappelle-toi au Sable d'Olonne. Alors, ils n'ont pas les mêmes trop problématiques dans le centre-ville. C'est plus bourgeois, ouais. Du centre-ville du Sable d'Olonne que de Montesquieu-Volvestre. Et il y avait beaucoup de personnes âgées, ou d'un certain âge, parce qu'il y en a qui ont des cheveux blancs autour de la table, mais je voulais juste dire que il y a eu un témoignage d'une dame qui n'a pas posé de question, qui a fait un témoignage et qui nous a dit merci. Vous m'avez fait rajeunir de 60 ans. Je me suis retrouvé dans mon enfance, dans l'exploitation de mes grands-parents. Et ça, c'est des mots forts. Et autour du coup, on a le MFR. Les MFR, les maisons familiales rurales, qui sont partenaires du film, et on fait beaucoup de projections auprès des scolaires, auprès des lycéens agricoles. Et les gamins se reconnaissent dans ce film. Et on a eu un super témoignage où ça, à Laval, un élève de MFR qui avait 17 ans et qui a pris la parole devant 450 personnes, Jérôme. C'est ouais, et qui a dit merci à Édouard, et qui nous m'a dit merci parce qu'il se reconnaissait à nous. Et il disait, en fait, vous parlez de fierté depuis tout à l'heure. Eh bien, vous avez raison, parce que moi j'ai 17 ans, mon rêve c'est de devenir agriculteur. Et aujourd'hui, j'ai honte de dire à mes amis que je veux être agriculteur. Et bien, maintenant que j'ai vu le film, maintenant qu'on vous a écouté parler, je vais sortir de la salle et je vais regarder mes amis et je vais leur dire que je suis fier de vouloir être agriculteur. Et ça, c'est un message fort. C'est des messages forts. C'est ce que passe le film et c'est ce que nous, le monde agricole, autant toi Jean-Paul que tous les intervenants autour de la table et les gens qui nous regardent, c'est ce message qu'il faut faire passer à cette jeunesse. C'est cette fierté. De quel droit, dans un pays comme le nôtre, où la gastronomie, l'alimentation, le savoir-faire est super important, on doit avoir honte d'être agriculteur. C'est interdit. Il y a quelque chose que j'ai ressenti très fort dans le film. Alors moi, je suis de Bigorre, donc tu vas voir de quoi je parle. Mais toi aussi, c'est le fait que tu es ancré sur le territoire et tu as des boussoles. Ta maman, Lulu, les Pyrénées que tu regardes le matin, effectivement. Et le pâté. Et les beaux produits du terroir. C'est vrai qu'on rentre vraiment dans le territoire. Par le film ? Oui. Ah oui, enfin moi, c'est comme si tu avais filmé chez moi, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même cuisine et tout. Hein. C'est la même relation, c'est la même relation avec les parents, c'est la même relation avec le voisinage. Alors, j'ai pas ta voisine, mais en tout cas, ce côté solidarité qui s'opère toujours. Nous, on passe toujours voir les voisins s'ils ont besoin de quelque chose, tout le temps. Donc ça, et je pense qu'énormément de personnes se retrouvent là-dedans. Et dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, moi je trouve une authenticité mais désarmante, quoi. Tu peux t'appeler qui tu veux, staff FNSEA ou machin ou n'importe quoi, face à l'authenticité, tu ne peux rien faire. Tu as quelqu'un qui parle à cœur ouvert, tu as quelqu'un qui parle en posant ses convictions, avec ses tripes, mais derrière tu peux mettre tous les arguments que tu veux, tu peux rien démonter. C'est posé, c'est là. C'est là, ouais. Patrick. Jérôme Bail, Édouard Bergeon, j'aime pas cultiver la nostalgie. Vous parlez remarquablement de l'agriculture, vous lui donnez du sens, mais comment est-ce qu'on redonne un avenir aux éleveurs ? Est-ce que
il faut casser le centralisme qui est celui de notre pays aujourd'hui et pour reconstruire un modèle agricole, des modèles agricoles à partir des territoires. Est-ce que vous avez quand même une ou deux idées à proposer? La réponse est à ta question. Oui, il faut recréer un modèle agricole français et il faut le recréer surtout un modèle territorial. Nous, on est dans le même département, on est à peu près dans le même secteur, et bien on n'a pas les mêmes contraintes et on fait le même style d'élevage. Et en fait, aujourd'hui, on a généralisé, universalisé cette agriculture française et on a même voulu le faire à l'échelle européenne, puisque c'est des conseillers à Bruxelles qui décident, moi, à Montesquieu-Volvestre, quand c'est que je dois labourer ou que je dois mettre l'engrais. Ils ne savent même pas où c'est que j'habite. Donc, au bout d'un moment, il faut re-régionaliser cette agriculture. Une partie de l'agriculture, remettre dans l'éducation, une éducation par rapport à ces territoires. Parce que j'en parlais avec les MFR ce matin, je leur disais, encore une fois, un céréalier du Volvestre, ce ne sera jamais un céréalier de la Beauce. Il n'a pas la même agriculture. Donc, il faut remettre de la proximité dans la formation, dans les filières, dans la gestion. Mais qui est prêt à faire ça? Je pense qu'ils n'en sont pas prêts. Eh bien, à nous de nous battre pour faire ça, parce qu'aujourd'hui, ça passera par notre survie. Moi, je suis désolé, on ne fera jamais les rendements de la bourse. On n'aura jamais des exploitations comme en Pologne, au Brésil, en Ukraine. Mais laissez-nous produire en France. Laissez-nous produire dans cette Occitanie. Et si les colères partent d'Occitanie, je le dis souvent, ce n'est pas qu'on est plus con que les autres ou moins vaillants. C'est tout simplement qu'on est des territoires plus compliqués, avec des problématiques de prédation pour les mecs qui estivent, avec l'ours, avec le loup qui arrive, le vautour qui descend dans nos plaines. On a la sécheresse, on est première loge du réchauffement climatique, beaucoup d'eau l'hiver, pas d'eau l'été. Adaptons. Le président de la République est venu le 12 novembre à Toulouse, où c'est qu'on y avait promis un petit accueil, il l'a eu. Et donc on a eu un rendez-vous. Il a dit, je veux faire à la région d'Occitanie une région d'exception agricole. 6 mois après, on ne fait qu'en parler. Aujourd'hui, on veut déposer un projet de retenue collinaire. Je ne parle même pas de baie-bassine chez nous. On parle de retenue collinaire. Ce que faisaient les Romains. On nous l'interdit. Alors qu'il est passé des milliards et des millions de mètres cubes d'eau. Mais à côté de ça, dans l'hypocrisie française, parce qu'il faut le dire, on doit se dire les choses. On est là pour se dire les choses. On est là pour tout dire. Dans l'hypocrisie française, on va accepter aujourd'hui de faire des méga-bassines pour faire 70 data centers en France. Et on n'est pas capable d'accepter de faire une retenue collinaire pour faire bouffer les Français. L'hypocrisie française, c'est quoi? C'est qu'un poulet sur 2 qu'on consomme, il vient d'Ukraine, du Brésil, de Thaïlande et tout ce qui s'ensuit, qui ne respecte aucune norme environnementale, aucune norme sanitaire, aucune norme sociale. Et nous, on veut faire un bâtiment de 30 000 poulets. Alors vous êtes fous, on ne fait pas un bâtiment industriel. C'est tout ça qu'il faut revoir. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut faire changer aux citoyens et pas aux consommateurs. Je pense qu'il faut en parler aux citoyens. Aujourd'hui, on veut tout chez nous, mais sans les problématiques. Et on le voit, nous, dans nos campagnes, et ça fait débat. Quand on a des néo-ruraux qui arrivent, le premier truc qu'ils font, c'est pas d'aller serrer la main au voisin, c'est de lui faire tuer le coq. Eh bien, il faut comprendre que quand on va dans les campagnes, il y a un code. Donc il y a aussi un dialogue à réinventer entre les agriculteurs et ceux qui arrivent dans vos territoires. Mais comme il y a un dialogue à recréer avec les écologistes, on le voit dans le film, j'ai été parler avec Marie Tondelier. On n'est pas toujours d'accord, je l'ai invitée à venir à la chasse le lendemain et moi, elle n'est pas venue. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, on oppose l'agriculture à l'écologie. Mais le plus grand perdant de cette guerre-là, moi je vais vous dire qui c'est, hein. C'est l'écologie à elle-même. Hein. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir autour d'une table. Oui, on ne sera pas toujours d'accord. Mais si on a du vin là, s'il y a des gens qui ne boivent pas du vin, eh bien, il faut qu'ils mettent un peu de vin dans l'eau et l'autre un peu de l'eau dans le vin et on arrivera à trouver un consensus. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut exister, on est obligé de s'opposer. Eh bien, nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut dialoguer, recréer du dialogue, discuter et l'avenir du pays passera par le dialogue. Et t'y crois encore? Mais si j'y croirais pas, je ne serais pas là. Mais t'es pas déçu quand tu vois comment à chaque fois, mais même Marine Tondelier dans le film, elle vient vers toi, elle est dans la séduction globalement, mais au final, elle va te casser du sucre sur le dos. Ouais, mais s'il n'est pas là, qui le fait? Exactement, ça c'est une vraie question. La nature a horreur du vide, hein, ce que dit Jérôme. Hein. Ouais. Si les agriculteurs ne prennent pas la parole, il y en a beaucoup qui s'en chargent pour eux. Hein. Et ils ont mis 40 ans à détruire l'agriculture française.
40 ans. Ils ne l'ont pas fait du jour au lendemain. Il y a 20 ans, depuis José Bové, on n'a pas eu un agriculteur qui allait sur les plateaux de télé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quand il y a des débats, il y avait des débats agricoles, et on le voit dans nos commissions. On a des commissions territoriales agricoles, les moins représentés autour de la table, c'est les agriculteurs. Il y a quand même le mot agricole dedans. Et il n'y a personne qui va sur les plateaux de télé. Et quand on n'y est pas, eh bien, ils appellent le premier zouave qu'ils trouvent. Eh bien, il y a un on ne va pas dire un écologiste, mais des gens comme Marine Tondelier qui vont parler d'agriculture. Elle est incapable de faire la différence entre un chêne et un châtaignier. Et ils vont parler de nous et de notre vie, en fait. Il y a une autre rencontre qui est importante dans le film, c'est la rencontre avec Arnaud Rousseau. Alors, il faut en parler. Mais on peut en parler. Arnaud Rousseau qui vient dans ta ferme. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas d'accord. Tout simplement. Arnaud Rousseau ne sera pas mon témoin de mariage si un jour je me marie. Mais en tout cas, il a fait la démarche de venir chez moi. Il a fait la démarche de discuter avec moi. On est opposés parce qu'on a des agricultures totalement opposées. On a une vision d'agriculture qui n'est pas totalement opposée. Puisque moi, je peux comprendre qu'il faut des gros agriculteurs et des grosses exploitations pour nourrir les Français. Mais il faut que lui il comprenne qu'il y a des petites exploitations dans les Pyrénées qui veulent s'en sortir. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que cette région d'Occitanie qui n'est pas productive, on l'oublie. Voilà, et on a parlé d'agriculture, et on a parlé des problématiques, et on n'a pas toujours été d'accord. Vous définissez comme un écologiste. Le modèle agricole développé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il passait par l'agrochimie. Est-ce que c'est l'agroécologie qui pourrait justement vous permettre d'être plus autonome et finalement de dégager un meilleur revenu? C'est un tout. Je le dis, il faut arrêter de vouloir mettre tout le temps des choses dans les cases. Il faut de toute l'agriculture française. Et il faut de l'agriculture adaptée à nos territoires. Ça, c'est super important. Voilà. Quand aujourd'hui on nous impose des semis, de faire des couverts végétaux chez nous, dans l'Occitanie, où on ne boit pas d'eau pendant 7 mois, et qu'on retourne la terre, qu'on sème des graines et qu'il n'y a rien qui pousse, je ne suis pas sûr qu'agronomiquement, ça soit la meilleure idée. Hein. Voilà, et en fait, c'est tout ça. Et cette vision, il faut l'adapter à tout le monde. On arrive au terme de l'émission, là. Peut-être, comment vous réagissez? Je vais aider Eddy, qui a encore la bouche pleine. Parce qu'Eddy, il ne pourra pas réagir, là. Il est en plein dans la terrine de sanglier. Ouais, on est vraiment parti dans les solutions de l'agriculture pour demain et pour sauver l'agriculture. Moi, le mot que je vais dire quand même, c'est sur le leadership qu'a Jérôme. Je crois que le monde a besoin aussi de leaders comme ça. Il en est un et c'est génial. Moi, je suis super fier qu'il soit pas loin de chez moi. C'est quelqu'un qui a 2 organes essentiels qui manquent quelquefois peut-être à nos décideurs. Le premier, c'est celui qui donne du courage, je ne vais pas le nommer. Et le deuxième, c'est celui qui... Voilà, c'est le cœur, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. On a un ami commun qui s'appelle Alain. J'ai l'impression de voir le même à chaque fois. C'est le type, tu as un village à minuit, tu l'appelles, il vient. C'est le gars qui te laisse jamais dans la merde. Et ça, c'est peut-être une valeur qui manque à nos décideurs, puisque dans ce grand show qu'est le Salon de l'Agriculture, on va s'intéresser à l'agriculture, on va se faire de grandes promesses qui, dès le mardi 1er mars, seront très vite oubliées. Oui, exactement. Dès que les lumières vont s'éteindre, là, hop, tout ça, ça va partir. Jérôme, on te laisse le mot de la fin. La question, c'est qui est Jérôme Bail? Qui est Jérôme Bail? Alors, je ne vais pas répondre, je vais la laisser à Édouard, puisqu'il m'a suivi pendant 1 an et demi. C'est une passe. Derrière ce grand gaillard bien costaud qui a une casquette à l'envers et qui peut faire peur à certains, il y a un homme extrêmement sensible et généreux et sincère, et avec beaucoup de belles valeurs. Et quand tous ceux qui passent un moment à table avec lui ont tous envie de devenir ses amis après. Et c'est ça, la table nous réunit parce que des hommes comme lui, on n'a pas beaucoup. Donc c'est bien aussi de gratter un peu, quoi. Donc, sorti le 4 mars dans toutes les salles, je vous invite vraiment à y aller. Moi je l'ai vu, je l'ai vu cette nuit et vraiment j'ai trouvé ce film très très beau. Jérôme, tu bouges pas, hein, je compte sur toi, tu changes pas du tout. Hein. Tu restes dans la même veine, hein, pareil. Je bouge pas, je pense que j'ai pris quelques kilos, mais à part ça, ouais. Non, j'ai pas l'intention de bouger. Il est planté, ancré dans sa terre avec sa mêlée derrière lui. Hein. Voilà, ouais, exactement. Et au pied de mes coteaux, de mes Pyrénées. Alors, je peux vous inviter à venir en vacances dans les Pyrénées, mais par contre, comme on est à Paris, il y a un peu des urbains, si vous pouvez éviter de venir vivre chez nous, ça nous arrangerait.
Un homme qui sait dire non, un homme qui est simple, un homme qui a du cœur, c'est Jérôme Bail. Et on a été très heureux de vous accueillir, Merci. messieurs, Merci pour ici, l'invitation. sur le Merci, plateau de Jean-Luc. TVRI. Et merci à vous. Merci à tous.